Bonjour Éric Carré. Vous avez accepté de participer à ce symposium. C'est pour nous un honneur et on vous en remercie beaucoup. Je vous présente rapidement. Vous avez fait toute votre carrière, une carrière militaire qui vous a conduit dans des endroits du globe qui étaient assez chauds, dont certains dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et vous êtes aujourd'hui directeur de la DASIC à la Croix-Rouge française, la DASIC étant la direction de l'audit, du contrôle interne et de la qualité. Alors, nous allons parler très certainement de l'économie sociale et solidaire, mais vous avez été un observateur et un acteur de premier plan dans les Jeux olympiques, en ce sens que la Croix-Rouge a joué un rôle central, pas unique, mais central, dans l'organisation des premiers secours. Et il y a dû y avoir, pendant les Jeux olympiques, quantité d'enfants égarés, de personnes qui tombent dans les pommes, de fauteuils roulants qui tombent à la renverse, etc., etc. Et donc, les Jeux olympiques n'auraient pas pu se faire s'il n'y avait pas eu les bénévoles, ceux de la Croix-Rouge et ceux de beaucoup d'autres associations. Et c'est de cela que vous allez nous parler, au fond, c'est de l'aspect, la face cachée des Jeux olympiques, ce dont on ne parle pas, pour en tirer évidemment des conclusions sur le rôle croissant de l'économie sociale et solidaire. Éric, Merci, à vous. merci Hubert, c'est exactement ça. Merci beaucoup. J'ai eu la chance en effet d'être directeur des opérations adjoint au niveau de la Croix-Rouge française pour, euh, pour les Jeux Olympiques de cet été. Et cela m'a permis de voir beaucoup de choses et de vivre beaucoup de choses sur ces Jeux Olympiques. Ils se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024 pour la partie Jeux olympiques et du 28 août au 8 septembre pour la partie Jeux paralympiques. Alors, l'un comme l'autre, aussi bien les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques, ont été un succès organisationnel, un succès populaire et un succès sportif exceptionnel. Je pense que chacun garde certaines images de ces Jeux olympiques. Pour certains, c'est l'arrivée des flammes, la première flamme à Marseille en provenance de la Grèce, ou la seconde par l'Eurostar en provenance de Stoke-Mandeville, qui est le berceau historique du sport paralympique. Et à chaque fois, nous étions présents et de nombreux bénévoles étaient présents. D'autres resteront marqués par les cérémonies d'ouverture, les cérémonies de clôture, les sites de compétition iconiques. On voit tous les invalides, ces arrivées d'épreuves avec les invalides derrière, et l'organisation remarquable vu le nombre de sites ouverts en même temps. Alors, on peut se réjouir de ces exploits mémorables. La délégation française, il me semble, a obtenu 64 médailles lors des Jeux olympiques. Ça en fait la cinquième nation au classement des médailles. Ça en fait le premier pays européen. Pour les Paralympiques, c'est 75 médailles. On n'avait pas vu ça depuis Sydney. On est là dans la huitième position du classement des nations. Il faut rajouter aussi, j'ai en tête la parade sur les Champs-Élysées du 14 septembre, donc après l'ensemble des JO et des JP. Mais surtout, ça, c'est ce que l'on voit, comme vous l'avez très bien dit, Hubert. Et il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est et qui a été absolument nécessaire pour que cela soit possible, pour que ce soit réalisable, atteignable. Il faut bien vous dire que sans l'engagement sans faille de l'économie sociale et solidaire, rien de tout cela n'aurait été faisable. Et euh, l'économie sociale et solidaire, vous le savez, c'est 5 composantes: les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, l'entrepreneuriat social. Et c'est vraiment chacune de ces composantes, chacun de ces acteurs, qui a joué un rôle majeur dans la réussite des Jeux olympiques et paralympiques. Alors en effet, je vous propose à toutes et à tous, alors que la flamme s'est éteinte, alors que maintenant tout le monde regarde vers Los Angeles, je vous propose une analyse, à la fois sous forme de clin d'œil, mais
une analyse avec une approche transdisciplinaire. Et nous pourrions nous poser la question de savoir quelle médaille, au pluriel, il faudrait attribuer à chacune des composantes de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'ai envie de commencer par la médaille d'or. La médaille d'or, je pense qu'il faut l'attribuer aux associations sportives. Plus largement, en fait, au bénévolat en France. Mais compte tenu du contexte, on va se focaliser sur les associations sportives, si vous le permettez. Alors, les associations sportives, les associations en France, ça représente quoi? Ça représente 1 600 000. Il y a 1 600 000 associations, tous secteurs confondus, et on a les ordres de grandeur que l'on a, c'est 20 millions de bénévoles. Je rappelle, la population de la France, c'est quand même 68 millions, plus de 68 millions de Français. Parmi ce 1,6 million d'associations, 360 000 sont des associations sportives. Vous pouvez garder à l'esprit 25%. Alors, ça, c'est pour les chiffres. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout l'apport social. Alors, l'apport social, il n'est pas né des Jeux Olympiques de 2024. Vous le savez, depuis les Jeux antiques aux compétitions sportives d'aujourd'hui, le sport a toujours joué un rôle essentiel de rassemblement des sociétés. Le sport a toujours permis de développer un esprit de communauté. Vous me direz aussi, il a aussi déchaîné les passions. Je vous l'accorde, mais on restera sur les deux premiers. Alors, au-delà du divertissement, au-delà du dépassement de soi, c'est en fait une communauté qui se crée avec le soutien à une équipe, l'appartenance à un groupe, à une société. Et je pense qu'il fait partie, le sport fait partie de notre quotidien. Et c'est surtout ces 360 000 associations sportives qui le permettent. Qu'il s'agisse d'athlétisme, de natation, de football ou encore je sais pas, de randonnée ou autre, vous prenez ce que vous appréciez, le sport mobilise un nombre important de nos concitoyens et il les mobilise au travers du volontariat. Les associations sportives vivent grâce au volontariat. Il faut avoir dans l'idée que la moitié des heures d'activité qui sont réalisées dans les associations le sont par des bénévoles. On a plus de 4 millions de bénévoles dans les associations sportives. Tout à l'heure, vous avez entendu, je vous ai dit 1 million, 4 millions de bénévoles dans le monde du sport. C'est en fait le secteur qui dépend le plus du bénévolat. Alors, je rappelle qu'il y a un effet social. C'est dans ces associations que se forge un espace de cohésion, de construction d'une société, d'apprentissage du vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment la continuité du milieu scolaire pour certains, ou parfois le remplacement du milieu scolaire. C'est là qu'on apprend des valeurs comme l'équité, le travail d'équipe, l'inclusion, je sais pas, le respect d'un arbitre, le respect d'un concurrent dans le cadre d'un sport. Et le sport a également une dimension territoriale et environnementale. Vous voyez bien l'engouement que nous avons aujourd'hui pour les sports d'extérieur, et je veux vraiment affirmer que le sport participe à ce que j'appelle l'économie du soin et du sens. L'économie du soin et du sens. Au travers du sport, il y a une véritable éducation aux soins pour la planète, notamment. Voilà, le soin à l'autre aussi, dans le cadre d'un esprit d'équipe. Et surtout parce que ces activités sportives, elles ont un ancrage important dans leur territoire, dans leur environnement, elles irriguent complètement le territoire. Ces 4 millions de bénévoles permettent à 37 millions de Français de pratiquer une activité physique au moins une fois par semaine. Et parfois de percer au plus haut niveau. Et je fais le lien avec les fameux Jeux Olympiques sur lesquels nous faisons un focus aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Certains d'entre vous connaissent ce joueur. Il s'agit d'Edouard Mendy. Edouard Mendy est né à Montivilliers,
Pontivillers, c'est à côté du Havre. Et il a découvert les terrains de foot avec son club de quartier. Il en parle très, très bien. Il avait 7 ans. À l'âge de 7 ans, grâce à une association de quartier, grâce à un petit club, il est rentré dans le monde du foot voilà, dans lequel il ne serait jamais arrivé sans cette forme-là. Moins de 20 ans plus tard, Édouard Mendy, donc en 2020, Édouard Mendy était le gardien de but le plus cher au monde, puisqu'il a été recruté par Chelsea pour 25 millions de dollars. Vous voyez, on voit tout de suite, c'est vraiment à la base, c'est vraiment le socle. Si vous prenez, je vous ai parlé des médailles, si vous prenez les 64 médaillés des Jeux Olympiques, 15 l'ont été, 15 sont des athlètes en fait qui sont licenciés dans des clubs du département de Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est aux portes de Paris. Quand vous regardez le département des Hauts-de-Seine, vous avez 1875 clubs sportifs avec un statut associatif, 20 000 bénévoles. Pour vous montrer que, compte 15 médaillés sur 64. Donc, sans ce réseau associatif, sans ce tissage de l'économie sociale et solidaire au travers des associations sportives, jamais la France n'aurait atteint de tels résultats sportifs. Et sans les bénévoles, jamais les Jeux Olympiques n'auraient fonctionné comme ils ont pu fonctionner. Alors, quelques mots sur ce qu'a été le rôle des bénévoles dans ces Jeux Olympiques. 45 000 bénévoles ont été recrutés. Il y avait plus de 300 000 candidatures. 45 000 bénévoles ont été recrutés, 30 000 pour les Jeux Olympiques, 15 000 pour les Jeux Paralympiques. Ils sont venus de 101 départements français et, il faut le rajouter, de 150 pays différents. Et pas que des bénévoles français, il y avait des bénévoles dans tous les partis de façon à avoir le maximum de langues parlées, de pouvoir assister à un maximum de spectateurs, de participants. Alors, on peut noter que la répartition homme-femme a été respectée et 30% avaient moins de 25 ans, 10% avaient plus de 60 ans. Je peux même vous dire que le plus jeune avait 16 ans et le plus âgé, 94 ans. Vous voyez ? Donc, au-delà de ce clin d'œil, sans ces milliers de petites mains, on n'aurait jamais pu faire tourner une aussi grosse machine que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les bénévoles ont assuré des missions qui sont cruciales. En gros, pour que vous ayez un ordre de grandeur, 60% des missions de ces 45 000 bénévoles ont été au profit de la qualité de l'expérience des acteurs des Jeux, des spectateurs. C'était pour accueillir, on les a vus accueillir, on les a vus orienter, renseigner, enfin on pouvait leur demander plein de choses, transporter des spectateurs, transporter des athlètes, orienter des journalistes. Et 40% des missions, c'était au service de la performance sportive. C'était, vous les avez vus, ils étaient sur les stades, ils pouvaient intervenir, ils ramenaient les ballons, des ballons de rugby, ils étaient là sur les aires de compétition pour changer les haies dans l'athlétisme, pour saisir des informations sportives, des chronos. Ils assistaient le personnel médical et tous les athlètes étaient accompagnés. Si je prends par exemple l'exemple de la Croix-Rouge, je ne veux pas que me focaliser sur la partie de la Croix-Rouge, mais je peux parler vraiment très librement de ce que je sais. Nous avons mobilisé 8 000 volontaires. 8 000 volontaires, dont 5 000 secouristes. Nous avons déployé sur la majeure partie des compétitions officielles et sur les fan zones. La Croix-Rouge, dans ce cadre-là, ces volontaires, dans ce cadre-là, ont assuré la couverture sanitaire de cet événement. Voilà, c'était vraiment... et ils l'ont fait en partenariat avec 4 autres associations, qui sont des associations agréées de sécurité civile, comme l'Ordre de Malte, par exemple, et le soutien de la Croix-Rouge de Monaco. Nous avons reçu, à ce titre-là, le prince Albert, qui est venu, à qui nous avons présenté j'ai eu le plaisir de présenter tout le dispositif. Alors, il faut bien imaginer, ces 8 000 volontaires, ils ont fait des heures de voyage, ils ont parcouru des kilomètres en voiture, en avion, en train. Ils sont venus et
faut vous dire que chaque jour, il y en avait 700 en moyenne qui étaient mobilisés. 700 depuis 6 heures du matin pour tenir, depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit, 2 heures du matin le soir dans les fan zones. Ben, pour avoir ce renouvellement, il en fallait 700. Franchement, pour toutes ces raisons que je vous ai expliquées, pour toutes ces valeurs ajoutées que je considère comme étant des valeurs ajoutées cachées, je pense qu'il faut saluer l'importance des associations, il faut saluer l'importance du rôle des bénévoles, des éducateurs, des acteurs qui, partout en France, dans l'Hexagone outre-mer, ont contribué, mais depuis des années, à construire ces succès sportifs et organisationnels. Et là encore, je pense que le monde associatif mérite bien la médaille d'or. En ce qui concerne la médaille suivante, je dirais que c'est la médaille d'argent. Cette médaille d'argent, je pense qu'il faut l'attribuer aux mutuelles et aux fondations. Les mutuelles et les fondations sont les autres grands acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, quand je dis médaille d'argent, vous avez bien compris qu'il y a un clin d'œil, il y a un jeu de mots. Ce n'est pas la médaille du deuxième, ça ne veut pas dire qu'ils ont démérité par rapport au premier. C'est la médaille de l'argent. C'est la médaille de l'argent mobilisé pour financer l'ensemble du dispositif sportif en France. Quand on prend les chiffres du ministère des Sports, le poids économique du sport en France serait de 40 milliards. 40 milliards, c'est 1,6% du PIB. Et pour qu'existe ce sport, en 2023, il a été identifié 311 000 équipements sportifs en France. Ça veut dire, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, 46 équipements sportifs pour 10 000 habitants. Alors là-dedans, on trouve des salles de pratique sportives collectives, des gymnases, mais aussi des équipements extérieurs, des petits terrains. Enfin, l'offre est vraiment diversifiée. Ça va du cours de tennis au bassin de natation, à des bassins aquatiques pour faire de l'aviron. Enfin voilà. Alors les propriétaires, c'est généralement les collectivités territoriales. Les communes, par exemple, possèdent trois quarts des équipements sportifs. Mais rapidement, quand on y regarde de plus près, la gestion des équipements, elle est déléguée aux associations. Et pour preuve, dans un rapport de la Cour des comptes, en 2009, j'ai bien dit en 2009, donc il y a 15 ans, la Cour des comptes, elle disait qu'il y avait un vieillissement très fort des équipements sportifs et qu'il fallait les rénover. Depuis 2009, ce sont 25 000 équipements sportifs qui ont été construits. Vous voyez, ça montre la nécessité et la prise de conscience. Mais comment ont-ils été construits? Et c'est là que c'est intéressant de le regarder, le rôle des mutuelles et des fondations. Les mutuelles et les fondations ont aidé au financement des plus grandes installations. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a une très grande mutuelle en France qui s'appelle la Matmut. Eh bien, la Matmut a récemment conclu un contrat de 1,8 million d'euros par an sur 10 ans. 18 millions d'euros sur 10 ans. De façon à ce que le stade des Girondins de Bordeaux devienne le Matmut Atlantique. Le Groupama a signé un accord avec l'Olympique Lyonnais pour que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais devienne le Groupama OL Academy. Alors, en anglais, français-anglais, on appelle ça le naming. Et le naming, ça veut dire donner son nom à une installation, généralement une installation sportive. Et là, les mutuelles issues du monde de l'assurance, les fondations peuvent le faire. Elles peuvent le faire grâce à leur organisation, j'allais dire économique, leur modèle économique et le cash flow qu'elles peuvent générer. Je dis cela parce que j'observe que les grandes entreprises de l'automobile, des télécoms, eh bien, se sont retirées de il faut le dire, elles se sont retirées de ce dispositif. Un exemple, la société Orange, qui est un grand des télécoms en France, a indiqué qu'elle avait refusé de donner son nom au Vélodrome de Marseille.
parce que d'abord, c'était très cher, au-delà des chiffres, qui dépassent les 10 millions d'euros, mais surtout, elle ne voulait pas mettre son nom uniquement à Marseille, parce qu'elle savait qu'en faisant ça, elle se mettait à dos les supporters du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment, quand on est dans l'économie classique, eh bien, on prend en compte tous ces éléments-là. Là où l'économie sociale et solidaire n'a regardé que l'intérêt général, cette économie du soin et du sens. Vous citez aussi une autre mutuelle, la mutuelle Aesio. Alors elle, vraiment, c'est celle qui a le plus de partenariats. D'ailleurs, on parle de partenariat, on ne parle pas de sponsoring dans ce cadre-là. Et vraiment, elle a des dizaines d'organisations sportives auxquelles elle est adossée. Voilà, ça peut être à Saint-Étienne, ça peut être à Lens, ça peut être du handball à Montpellier. Enfin voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là. Alors, je rappelle quand même que c'est important parce que l'activité physique et sportive a été déclarée grande cause nationale en 2024. C'est pas simplement parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il était important d'être dans cette logique qui va dans le sens de la bonne santé physique et mentale. Je rappelle que l'OMS considère qu'une personne inactive physiquement risque a un risque de mortalité qui est pratiquement 2 fois plus élevé qu'un individu actif. 2 fois plus élevé, ça fait 100%. C'est vraiment. Et les objectifs qui ont été fixés sont très clairs. Inciter les Français à pratiquer au moins 30 minutes d'activité sportive par jour, de mobiliser les acteurs du sport français pour valoriser la pratique sportive et ses bienfaits de santé mentale et de santé physique, et mettre le sport au cœur des politiques publiques en matière d'éducation, en matière d'inclusion, en matière de santé. Et ça qui est vraiment, c'est très, 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 très important. Alors, je peux parler d'une autre fondation que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la fondation Decathlon. Je parlerai de cette fondation Decathlon qui a été créée en 2005 parce qu'elle a soutenu de nombreux projets, dont un que je connais très très bien, qui est la fondation d'un centre, le centre Oscar Lambré à Lille. Et en fait, avec ce centre Oscar Lambré, elle a par exemple développé une brassière de sport adaptée aux femmes ayant été touchées par un cancer du sein. Voilà, c'est vraiment voilà, typiquement un projet pour permettre à ces femmes-là de pouvoir retrouver tous les bienfaits du sport. De même, un autre projet que j'ai suivi, qui s'appelle Mon sport santé, la Fondation Decathlon a financé une salle de sport de 140 mètres carrés. Et là-dedans, cet espace permet d'offrir, justement en lien avec le centre Oscar Lambré, un centre médical, d'offrir 2 séances de sport par semaine pendant 6 mois. Ça fait quand même 48 séances de sport au profit de patients. Donc des patients avec des coachs voilà, bénévoles portés par Decathlon. Des patients peuvent bénéficier de 48 séances de sport gratuitement. Alors, ça c'est pour les fondations, les mutuelles. Je ne veux pas oublier le Comité international olympique lui-même, parce que le CIO, c'est une association, c'est une organisation à but non lucratif. À non but non lucratif, mais ayant évidemment énormément de ressources, puisque c'est eux qui récupèrent les ressources venant des Jeux olympiques qui se dégagent. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, tous les jours, le CIO en fait distribue 4 millions de dollars dans le monde pour aider les athlètes et les organisations sportives. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la capacité et de l'importance de cette dimension. Une partie, par exemple, de l'argent cette année a été au soutien des athlètes réfugiés. Vous avez pu observer qu'il y avait des délégations par pays, et puis il y avait la délégation
des athlètes réfugiés, des athlètes voilà, qui ne peuvent plus être dans leur pays. Pour Paris 2024, il y en avait 37 athlètes qui ont été accueillis et qui ont participé à une douzaine de sports. Voilà pour ce qui est la médaille de l'argent aux mutuelles et aux fondations. Alors, je parlerai ensuite après de la médaille de bronze. La médaille de bronze, je pense qu'elle doit être attribuée à l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est un acteur très important de cette économie qui elle-même représente 10% de l'emploi en France. Quand vous prenez le travail en France, 10% de l'emploi en France, il est fait dans un cadre qui se raccroche à l'économie sociale et solidaire. Et là encore, pourquoi je parle de bronze? Non pas parce que c'est le troisième. Je parle du bronze parce que, en fait, ça vous permet de monter sur le podium. Voilà, vous pouvez être déçu de ne pas avoir les deux autres médailles, mais vous êtes déjà sur le podium. Et là, pour la première fois, l'ESS a bénéficié d'une visibilité exceptionnelle. Pour ceux qui étaient dedans, pour ceux qui avaient à en connaître. Et puis la référence au bronze, c'est la référence à l'artisanat, c'est la référence à la création, à l'innovation. Paris 2024 et la ville de Paris se sont associés au Yunus Center, du professeur Yunus que vous connaissez tous. Et en fait, c'est le centre mondial de ressources dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Ils se sont associés avec l'association Les Canaux, l'association qui représente les acteurs de l'économie sociale solidaire et les innovations qu'ils peuvent générer. Ainsi, ils ont créé une plateforme solidaire, ESS 2024, et cela a permis aux entreprises de l'économie sociale et solidaire d'avoir accès à des marchés publics. Généralement, les entreprises de l'ESS ont beaucoup de mal pour savoir quel type de marchés publics peuvent leur être soumis, à quoi ils peuvent répondre. C'est très compliqué. Et là, ce sont 500 structures de l'ESS qui ont pu remporter des appels d'offres. Avec, faut comprendre derrière. Derrière, ça veut dire que des personnes très éloignées du marché du travail, des personnes qui sortent de prison, des personnes qui ont connu la rue, qui ont connu des addictions ou la prostitution, ont pu être intégrées et ont vraiment joué un rôle important, un rôle de petites mains, certes, mais un rôle important. Ces personnes qui étaient loin de l'emploi ont contribué à ce que les organisateurs tiennent leurs promesses, en particulier d'organiser des Jeux olympiques écologiques et solidaires, mais écologiques. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Savoir que les athlètes, en fait, ont dormi dans des lits en carton. Et ces lits en carton, en fait, ils ont été faits par une entreprise. Ils sont faits par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et le matelas dans lequel ils dorment, en fait, ils sont faits avec des filets de pêche récupérés. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans l'économie circulaire au plus haut point. Le linge, il a été pris en charge par ce qu'on appelait la laverie solidaire, qui est issue d'un groupement. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en avait 500. En fait, il y en a 5000 par cascade et par sous-traitance. Les ateliers résilience, ils ont tissé les serviettes des athlètes que vous avez vu, les joueurs de tennis que vous avez vu s'éponger. Ben voilà, c'était avec les serviettes des ateliers résilience. Partout, quand on s'est déplacé, on a suivi la signalétique, une signalétique particulière, et puis on voyait bien que les panneaux, ils étaient faits on voyait bien qu'ils étaient faits dans une matière particulière. Ben oui, ils étaient faits dans des matières recyclées. Et ça, c'est l'entreprise CVSI, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'entreprise Fil Rouge de Marseille, c'est celle qui a équipé les volontaires en t-shirt, en tenue. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a de véritables enchères pour avoir un bob de volontaire, par exemple. Les espaces verts du village des athlètes ont été gérés par Alage, qui là encore... oui, j'ai plein d'exemples à vous donner. Vraiment, 500 structures ont répondu, 5000 structures ont travaillé, et les 2 tiers ont été mobilisés sur l'organisation, restauration, mobilier, blanchisserie, et les autres, c'était sur les chantiers. Derrière ça, dites-vous que c'est 5 milliards d'euros
dans son ensemble. Hein. C'est 5 milliards d'euros qui ont bénéficié à l'économie sociale et solidaire dans ce cadre-là. Les chiffres sont vraiment très importants. Il y a les chiffres évidemment des JO, du comité, mais il y a aussi tout ce qui a été autour avec la vente de produits dérivés, tout ce qui a été fait, enfin voilà, et qui continue à être fait. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Cher Et donc, Éric Carré, on serait prêt à vous écouter encore très longtemps. Nous allons être contraints malheureusement par le temps. J'ai le rôle détestable de maître des horloges. Peut-être Mariana aura-t-elle une question Oui, à vous absolument, poser. absolument. Je vous ai écouté avec passion en tant que citoyenne. Et un mot m'a attiré mon attention, c'est intérêt général. C'est-à-dire que on déplace le vecteur de l'économie, des intérêts particuliers des uns et des autres, vers l'intérêt général. Qu'est-ce qui conduit un pays à mobiliser des citoyens autour de cet intérêt général? je dirais que ce qui conduit un pays à mobiliser les citoyens autour de l'intérêt général, c'est justement la notion du soin et du sens. Parce que, en fait, si on prend dans l'autre sens, si vous ne les mobilisez pas autour de l'intérêt général, vous les mobilisez autour de quoi? Autour de l'intérêt particulier, c'est-à-dire que vous ne les mobilisez pas. Vous ne les mobilisez pas parce que justement, l'intérêt particulier, ce n'est pas celui qui permet d'être tourné vers l'autre, la notion de soin, et ce n'est pas celui qui permet d'avoir du sens. Et donc, très, très, je dirais, logiquement, mais aussi très intelligemment, on voit bien toute la valeur ajoutée de la mobilisation autour de l'intérêt général. Elle amène bien plus. J'allais dire, c'est une mobilisation où 1 plus 1 ne donne pas 2, mais donne 3 et peut-être 3,5. Même C'est-à-dire que c'est là que vous avez les voire même 4. Voilà. Et si vous avez un plus, elle donne de la communauté, elle donne des satisfactions sur le moment, elle donne des satisfactions sur le temps d'après, elle donne des satisfactions, elle permet de la résilience pour demain, elle permet plein de choses. C'est ça qui fait que la mobilisation, toute la valeur cachée, je le répète, c'est celle qu'on ne voit pas dans les bilans des entreprises, et celle qu'on ne voit pas dans le bilan des politiques publiques, mais elle est là. C'est la valeur cachée de l'économie, du soin et du sens. Prendre soin des personnes qui sont venues, savoir recevoir. Et alors, je rassure Hubert, j'étais sur le point de terminer. Je pourrais vous dire que je pourrais juste rajouter que la Banque de France, la semaine dernière, a annoncé qu'elle attendait des retombées économiques de l'ordre de 0,5% du PIB. C'est-à-dire, voilà, vous prenez les JO et derrière, vous venez rajouter. Donc, il y a tout ce qu'il y a eu dans les JO, tout ce qui a été la partie économique, les flux financiers de l'été. Eh bien, les retombées économiques à venir, c'est encore plus 0,5% du PIB. Et là, je vous le dis, sans l'ESS, jamais, 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 ça n'aurait été possible d'avoir cette qualité organisationnelle, cette qualité sportive. Et c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation autour de l'intérêt général que ça a été réussi. Il y a donc une valeur coopérative intéressante pour tous ceux qui nous écoutent au niveau de l'économie, contrairement à ce qu'on nous apprend, la compétition loyale. Là, on va bien au-delà, on est main dans les mains. Mais c'est exactement ça. C'est d'ailleurs la main était pendant les JO, c'était un accessoire. Il y avait des mains gonflables, il y avait des mains en plastique, il y avait des mains. C'est exactement ça. C'est là que l'on crée le main dans la main. Et là que l'on se rencontre, que l'on se rend compte et que l'on se rencontre de cette valeur décuplante. On parle tous de l'effet des multiplicateurs, du multiplicateur keynésien.
du multiplicateur keynésien. Mais en fait, c'est le multiplicateur de l'économie sociale et solidaire, le multiplicateur de l'économie du soin et du sens sur lequel il faut réfléchir. Là, il y a un vrai travail. Là, il y a un vrai travail économique à réaliser. Et là, il y a une vraie compréhension de ce qu'est le cascading de la valeur ajoutée dans ce cadre-là. Merci, merci Eric. Vous travaillez actuellement à un ouvrage sur l'économie du soin et du sens. C'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens des travaux sur la transdisciplinarité et de l'approche transdisciplinaire, et nous aurons certainement l'occasion donc de nous revoir et de faire appel à vos connaissances et à vos talents. Un grand merci Eric. Merci à vous. Un grand merci aussi à tous les deux, au professeur Hubert, qui est docteur d'État en économie et professeur émérite à l'Académie sociale et du travail en Russie. Hein. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je salue vraiment l'ensemble des personnes qui nous ont écoutés.